Eh bien, mon cher Camille, où nous emmènent tes pérégrinations cette semaine? Eh bien, écoute, cette semaine, on retourne au Japon. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait chauffer l'Airbus, ça tombe bien. Mais aujourd'hui, on va pas très loin puisqu'on s'arrête seulement en 2005. Narnia et Brise de Nice dans les salles, Sacré Zoo dans Madagascar. Pendant que Amel Bent nous explique sa philosophie des bacs, Pinocchio et Crazy Frog font un carton chez les plus jeunes, une vraie casse de Bryce. À la TV, Camelot remplace Maigret. Quoi Oh. Ah bon? C'est la meilleure idée du monde, je pense quand même. Si les animés méca ont déjà du mal à s'imposer dans les années 90, si ce n'est à l'exception bien sûr de Gundam et Macross, le studio Bones décide de nous prouver que le filon est encore loin d'être épuisé. Et c'est ainsi qu'en 2005, Eureka 7 voit le jour sous la forme d'un animé de 50 épisodes. Oui, à l'époque, c'était encore la norme. Vous pouvez encore faire ça. Synopsis. La Terre a été ravagée par un cataclysme que l'on appelle Summer of Love. Le chercheur Hardrock Thurston est parvenu à l'enrayer toutefois au prix de sa vie. De son côté, son fils, Renton Thurston, vit chez son grand-père. Pour cet ado de 14 ans, la vie est plutôt ennuyeuse. Il vit en campagne, il vit pas très loin. Globalement, il passe sa vie dans l'atelier de mécanique de son grand-père et sa seule passion, c'est ce qu'on va appeler le lift. En effet, depuis Summer of Love, une sorte de vent parcourt la Terre qu'on appelle le trapart. Et un nouveau sport est né de la pratique du surf sur les particules, qu'on appelle le lift. Voilà. Parmi les pratiquants, certains sont devenus très célèbres, notamment un certain Hollande qui possède même sa propre revue dédiée aux idées politiques dites subversives et qui s'appelle Ray Out. Pas François. Ok. Un petit peu, mais en plus jeune et en plus funky. Il m'a volé la blague, j'ai failli faire même. Voilà. Seulement, voilà, du trapart chez Renton, c'est pas non plus ce qu'on trouve en quantité. Donc, il est à des kilomètres de pouvoir essayer d'imiter son idole. Et pour le moment, c'est rien de plus que le fils d'un héros qui a sauvé le monde et qui est mort au combat, quoi. Mais les choses vont changer le jour où un LFO s'écrase en catastrophe chez lui. Il y fait non seulement la connaissance de son idole Hollande, mais également celle d'une jeune fille de son âge, aussi mystérieuse que têtue, qui s'appelle Eureka. Celle-ci va d'ailleurs leur demander de remettre sur pied le LFO aussi unique qui s'appelle le Type 0, qu'on va aussi appeler Nirvash. Mais c'est le moment, avant de continuer l'histoire, de jouer un petit peu avec vous. À votre avis, qu'est-ce que c'est un LFO? C'est un groupe de musique qui deviendra plus tard à l'MFAO. Non. En vrai, on aurait été dans une autre série, ça aurait pu. On aurait été dans Macross, ça aurait passé. Est-ce que c'est un rapport avec un UFO? C'est un mot français ou anglais? Anglophone. C'est anglophone d'origine. Est-ce que si je dis UFO, ça a un lien? Bah, c'est ça, ouais. Le single n'est pas forcément très important. Ce qui est important, c'est l'objet essentiellement. Un objet volant? C'est Oui. un robot volant? C'est un robot volant, mais pas vraiment volant. Il vole pas tout seul. Alors, attends. UFO, c'est objet volant non identifié? C'est un truc genre. LFO? Ouais. Identifié? C'est un robot mais qui vole pas tout seul. Oui. Il surfe le truc dont tu parlais tout à l'heure, les particules. Ouais, c'est ça. Et si les mechas aux différentes formes ne sont pas vraiment des nouveautés, les LFO sont différents des autres, puisque comme les lifters, d'où le L, ils sont capables d'utiliser des planches pour lifter sur le trapart. Des méca surfeurs, il faut bien dire que c'est pas courant. Ah ouais, dis donc. Ouais, sur aller jusque-là, en vrai, ça passe très très bien. À noter d'ailleurs que ce sera réinterprété par la suite par Gurren Lagann et Macross Frontier. Eux aussi, ils ont trouvé un truc pour pouvoir faire surfer des robots géants dans l'espace. Tout est possible. Tout est réalisable. C'est le jeu de la vie. Voilà. Allez hop, ça c'est dit. Parmi tous les LFO, le Type 0 possède une origine assez trouble et semble en lien avec le seul héritage de Renton, la clé Compact, qui lui permet de développer tout son potentiel. Bref, le grand-père de Renton accepte à contre-cœur de réparer le Type 0 et leur demande surtout de partir très vite. Ce qui ne saurait tarder puisque l'armée va attaquer l'équipe du Rayout, obligeant le Type 0 à faire un démarrage précipité. Mais les choses ne se passent pas vraiment bien et Eureka risque bien de se faire descendre avant même d'avoir réussi à rejoindre ses amis. Renton n'a pas le choix s'il veut sauver le Type 0, découvrir le lien entre ce LFO si particulier et son père et sauver Eureka au passage. Et il doit sentir le trapart et réussir à rejoindre le mecha dans les airs. Voilà, je vous la fais courte, mais notre protagoniste va faire la connaissance avec justement tout l'équipage du Rayout, l'occasion pour lui de voir au-delà de la propagande gouvernementale avec laquelle il a grandi et d'élargir ses horizons en voyageant. Il rencontre des gens qui sont prêts à mettre leur vie en jeu pour ce en quoi ils croient. Mais plus que ça, il va aussi beaucoup grandir jusqu'à devenir capable de construire son propre avis, quitte à affirmer sa position auprès des autres et donc son désaccord. C'est un peu ça vraiment la partie la plus intéressante de la série, c'est que il va voir aussi le contre-coup de ce qu'on lui a dit. Tout ce qu'on va lui dire ne sera plus parole d'évangile, mais il va réussir à voir ce que lui il pense de tout ça, en fait. Et à tirer son épingle du jeu, entre guillemets.
Vous en doutez sûrement, mais il va évidemment se rapprocher d'Eureka. Si celle-ci est en quelque sorte la mascotte de l'équipe et la chouchoute d'Hollande, c'est aussi une adolescente avec ses phases d'assurance et ses phases de doute. Dotée d'une forte personnalité, elle a beau être mature pour son âge, elle ne comprend pas encore très bien ses propres sentiments. Une romance qui pourrait à la façon d'un Nadia et le secret de l'eau bleue. Si vous vous souvenez de ça, félicitations, vous êtes vieux. Oui, putain. Qui est très très bien, hein. J'adore ce truc. C'est exceptionnel. Les mener bien plus loin qu'il ne pourrait l'imaginer. Voilà. En d'autres termes, parfois elle est chiante. Oui, bon, bah voilà, c'est une ado. Quoi. Tout ça se rassemble en une quête de réponse aussi bien sur eux-mêmes que sur le monde et la place qu'ils sont censés y prendre. Plutôt qu'un héros ou une héroïne, c'est véritablement un personnage ballotté dans un monde complet et complexe que l'on doit suivre. Les choses n'arrivent pas uniquement parce qu'on le souhaite et les points de vue manichéens sur le monde s'avèrent souvent plus désastreux qu'efficaces. C'est précisément pour cette raison que je tenais justement à vous parler d'Eureka 7. C'est une des premières productions du studio Bones qui a fait, rappelons-le, ses débuts en travaillant pour Escaflowne, Cowboy Bebop ou encore Final Fantasy, les créatures de l'esprit. Ceux qui se souviennent de ce film. Oui, qui avait été très décrié à l'époque et pourtant qui n'était pas si mal. Décrié parce que les gens attendaient quelque chose d'autre. Mais oui. Pour ça. Qui était très bien. Il y avait Ten Children qui était avant, je crois, donc c'est exactement. Non, c'est le premier. C'est le premier, mais il a coûté tellement cher qu'il a coûté. Mais je l'ai vu après, c'est peut-être pour ça que mon cerveau est embrumé. Il a bien failli coûter la fermeture définitive au studio quand même. Alors, ça coûte un peu d'argent. Et s'ils ont déjà eu des créations originales par le passé, avec Eureka 7, ce n'est plus une histoire qu'ils écrivent, mais un monde. L'univers est complexe et nos personnages s'y noient totalement, immergés dans une quête qui les dépasse, que l'on nomme tout simplement la vie en fait. Alors, ce monde dont on ne comprend nous-mêmes plus de fraction de vérité, je suis pas encore à la fin, imagine, est vaste, rempli de mystères, de conflits, d'humains, de technologies et de vérités qui n'attendent qu'à être découvertes. Aussi exotique que ce monde puisse paraître, il nous ramène inexorablement vers une chose, notre propre monde et notre place dans celui-ci. Une complexité qui porte une signature, qui est celle de Dai Sato. Un monsieur qui a travaillé sur quelques titres connus comme Cowboy Bebop, Ghost in the Shell, Wolfenstein. Vite fait, quoi. Voilà, vite fait, Samurai Champloo, Ergo Proxy. Samurai Champloo, incroyable. Voilà. En gros, le gars, il a fait la moitié des bangers qui sont sortis pendant les années 95-2000, tu vois. Ça va. Il maîtrise un petit peu ce qu'il fait. C'est respectable. Un petit peu, ouais. Ergo Proxy, au passage, c'est exceptionnel, allez voir ça. Cette complexité d'univers, c'est celle qui va faire la signature du studio Bones pendant des années, rendant la création originale comme Bonen, Oxamdo ou Space Dundee si unique et intéressante. Quoi qu'il en soit, pour Eureka 7, c'est le jackpot. Le scénario est excellent, l'animation est excellente, non seulement pour l'époque, mais toujours très actuelle. On ne ressent pas les limites du studio qui n'hésite pas à jeter dans les combats, les paysages complexes ou même dans des efforts de réalisation très appréciables. Les OST sont bons, entre classiques et électro de bonne facture, et les 4 openings n'ont rien à envier aux autres animés mecha. Cet animé a été licencié par ADN, puis Netflix, et diffusé il y a bon nombre d'années sur G1. Il existe 2 éditions physiques, une chez Atanim et l'autre chez Beast Entertainment. Ouais, à l'époque où la boîte existait encore, ne comptez toutefois pas déverser moins de 80 balles si vous voulez avoir tous les épisodes. Je me dis que c'était pas cher. Voilà. Le succès sera présent, si bien que l'animé sera adapté en manga en 2005 pour 6 tomes, publiés chez Kana, qui eux sont toujours en vente à leur prix d'origine. Coûtera toujours moins cher. Une seconde adaptation de tomes naîtra uniquement au Japon qui s'appelle Eureka 7 Gravity Boys and Lifting Girl. De même pour l'adaptation light novel en 4 volumes par Tomonori Sugihara. Mais ce n'est pas tout puisque Bandai va s'emparer de la licence avec un duo de jeux sur PS2 qui s'appelle Eureka 7 The New Wave. Un savant mélange entre un Armored Core, ceux qui ont joué à cette saga, et Tony Hawk Pro Skater. Oh. Ah oui. Le mélange là, quand même. Voilà, parce que comme quoi c'est possible. Hein, voilà. J'y ai joué. Pour préparer, hein, au cas où. Mon Dieu. J'étais sûr de ce que je racontais. La musique est cool, les designs fonctionnent très bien et la prise en main des combats est suffisamment rapide pour être étonnamment agréable. Ouais, aussi étonnant que ça puisse paraître, ça joue très bien. Nous incarnons ici non pas Renton, mais Summer Strogan, une jeune recrue de l'armée, qui est dans le camp opposé du coup. Il va immédiatement tomber amoureux de sa jolie camarade qui s'appelle Luli, mais celle-ci ne tarde pas à quitter l'académie. Alors, chemins se croiseront-ils au détour d'un combat ? Il faudra faire le jeu pour savoir.
Le premier sortira donc fin 2005 et le second complétera l'histoire en mai 2006. Une seconde adaptation en jeu vidéo arrivera d'ailleurs sur PSP au printemps 2006 et adaptera cette fois le scénario de l'animé, qui s'appelle donc Psalm of Planets. Cette fois, le titre mélange cinématique tiré en partie de l'animé, exploration en mode RPG et combat qui tiennent plus d'un Ace Combat que d'un affrontement de mecha à mecha. Bon, celui-ci, très clairement, c'est pas celui qui a le mieux fonctionné, je vous le cache pas. 2009. L'agneau musée 2, lol, de quoi se lancer dans Monstre contre Alien dans les salles. Toi plus moi, boum boum po, si tu veux mon zizi. Dans les bacs français, on se dit ah si tu pouvais fermer ta gueule. Ah bah écoute, hein, Sans transition, évidemment, toujours. Hein. Toujours, hein, très important. Aux US, Billie Jean, ça m'énerve. Hein. À la télé, c'est la fin de KD2A, mais le début de Ludo et Total Wipeout. Le problème dans les années 2000, c'est que bon, c'est compliqué quoi. La saga est de retour avec le film d'animation Kokyo Shiren Eureka 7 Pocket ga Niji Daipai, chez nous sobrement appelé Eureka 7 entre parenthèses film. Très bien. Voilà. Bon, on n'allait quand même pas se faire chier à écrire le nom en entier quoi. Voilà, il s'agit d'un reboot des événements de l'animé traitant globalement des mêmes sujets mais via des choix et des situations différentes. Une autre façon de découvrir le vaste univers de la série. Il dure un peu moins de 2 heures je crois celui-ci. 2012, on avance vite. Sur la piste du marsupilami dans les salles, si, c'est la vérité si je mens, le 3. Booba et Caramel, Bébé Brune et Coué Blessure dans les bacs. Heureusement qu'il y a le Poussin Piyou et Gangnam Style. Hein. À la télé, c'est la première de The Voice, de Roumanoff et les garçons, et la dernière de Ushuaïa Nature. Ah, donc The Voice, à 12 ans, quoi. Je pensais pas si vieux. Ouais. Si, ça commence à faire un petit peu. Hein. Voilà. À l'époque, il y avait Bertignac. Ah oui. Oh putain. Ouais. Voilà. C'est tout ce qu'on a à dire sur lui. J'adore Bertignac. Faut pas j'adore ce type, il est trop sympa. Ah non, mais il a l'air cool. Hein. Ouais, c'est un mec très sympa. J'ai croisé moi une fois dans un avion pour aller à New York. Ah, super sympa. T'as tapé la discute et. Ah ouais, très sympa. Ouais, franchement. C'est un poteau maintenant. Bah voilà, Il est là d'ailleurs. Le voilà. C'est seulement. Forte de son succès en film, la saga est de retour avec une suite, Eureka 7 AO ou pour Astral Ocean. Un animé de 24 épisodes, le standard a changé, qui se passe des années après la série d'origine en 2025. Dans l'anime, bien sûr. Pas en vrai. Nous y suivons cette fois l'histoire de Ao Fukai, garçon de 13 ans qui vit sur une petite île d'Okinawa. Il se retrouve malgré lui pris dans la guerre et est contraint d'activer un vieux mecha apporté par l'armée japonaise, le Nirvash. On récupère encore une fois le mecha de la première saison, évidemment. Si le scénario a un petit peu de mal à emporter les suffrages des fans de la première heure, d'autant qu'il est évidemment impossible de traiter les sujets avec autant de profondeur que dans la série d'origine, faute d'avoir autant d'épisodes, le studio Bones est de nouveau au rendez-vous. Graphiquement à la hauteur des espérances, la trame scénaristique fait toutefois l'unanimité globalement, c'est du très bon. La série sera même de retour en 2017, avec 5 épisodes de 4 minutes, Eureka 7 au final épisode. Fallait bien ça. A noter qu'entre le début des années 2000 et les années 2014-2015, le studio Bones a beaucoup changé. S'il a fait de la création originale son arme pour se démarquer, force est de constater que se contenter d'adaptations, même de bonne facture, hein, comme Noragami, Bungo Stray Dog ou même Boku no Hero Academia, qui est toujours très en vogue en ce moment, bah c'est quand même vachement moins risqué. Toutefois, le studio se lance dans un dernier projet un peu fou, revenir sur l'histoire d'Eureka 7 dans un nouveau format à la hauteur de l'univers. Et c'est comme ça qu'en 2017 sort le premier film de la trilogie Kokyo Shiren, Eureka 7 High Evolution 1. Premier film d'1h30 qui revient donc sur les événements de Summer of Love, dont on a parlé tout à l'heure, qui avait provoqué un cataclysme 10 ans avant la série originale. L'occasion également pour faire le lien entre les différents personnages emblématiques de la série. Le second film Anemone sortira en 2018 et le troisième sortira en 2021 qui a la particularité de durer presque 2 heures, là où les deux autres font 1h30 stricte. Une nouvelle et dernière page de la saga qui, si elle ne signe pas un immense succès commercial, est le dernier témoin de l'affection du studio à son égard, parce que Eureka 7, c'est aussi ça. On ressent un lien très étroit entre la saga et le studio Bones qui lui donne toute sa personnalité et en fait assurément un univers à découvrir. Un univers vaste où chacun peut y trouver un personnage auquel s'identifier, une cause à laquelle se raccrocher ou un mystère à tenter de percer. Alors sortez vos planches, courez vers le trappard et jetez-vous dans la saga Eureka 7. C'est beau. Eh ben écoute, belle découverte parce que je le connais. J'avoue que ça donne envie, franchement. C'est pas extrêmement connu,
Mais je ne peux que vous le conseiller pour le coup. Vraiment, c'est une expérience à faire. Je l'ai vu une fois il y a quand même maintenant quelques temps, quoi. Et je m'en souviens comme au premier jour. C'est assez fou. C'est beau ça, comme au premier jour. Ouais. C'est vrai en plus. Il y a un truc que tu nous as pas expliqué. C'est pourquoi le cataclysme, là, le truc qui est arrivé, ça s'appelle le Summer of Love. Ah, j'ai entendu au début, ça l'a perturbé, l'eau. C'est presque bizarre. le nom d'une star américaine qui pourrait donner un enfant, tu vois. Bah, c'est le nom qu'on a donné à l'été de l'année 69. Ouais. Je sais plus exactement pourquoi. Je crois 69, que je crois. le cataclysme a causé une grosse vague de chaleur, il me semble, qui a ravagé du coup le monde. Forcément, ça a pas mal bouleversé beaucoup de choses et je pense que c'est en référence à ça. Voilà, tout bêtement. C'est juste une ref. T'as compris, l'eau, tout bêtement. 67. L'année 67, excusez-moi. Ouais. Ah oui, et soyons précis. C'est vrai que dans cette émission, on ne s'est jamais trompé, donc soyons évidemment jamais. précis. Voilà. Merci Camille.